Bienvenue à The Debate. Aujourd'hui, on se plonge dans l'univers, oui, foisonnant et assez déconcertant de Jean-Pierre Verhaegen, poète belge, né en 1942. C'est une figure, on peut le dire, incontournable, souvent associée à la revue d'avant-garde TXT, et il a même été lauréat du Grand Prix de l'humour noir. Ça donne déjà une petite idée de la complexité du personnage. Son œuvre, elle est basée sur une manipulation intense du langage et ça suscite une interrogation fondamentale qui est nourrie par les analyses critiques et puis par les propres dires du poète. Oui, tout à fait. Et la question qui revient sans cesse, c'est celle-ci. Est-ce qu'il faut voir dans le travail de Verhaegen avant tout une exploration jubilatoire du langage, un jeu permanent avec les mots, les sons, une espèce de provocation systématique, adressée aux normes linguistiques, littéraires, ou bien est-ce que cette facette ludique, cette pyrotechnie verbale, comme on pourrait dire, sert en réalité à masquer ou plutôt à exprimer une angoisse profonde, ce qu'il nomme lui-même la langoisse, et apporter une critique vraiment acerbe de notre société. C'est ce tiraillement, je crois, qu'on va examiner. Exactement. Alors pour ma part, je défendrais l'idée que derrière le jeu, derrière l'humour parfois corrosif, il y a une réelle profondeur. Je pense que Verhaegen utilise le langage comme un scalpel, oui, pour disséquer ses propres angoisses et critiquer le monde autour de lui. Le jeu, c'est un moyen, pas une fin en soi. D'accord. Et moi, je proposerais une lecture, disons, alternative, en insistant sur le fait que le cœur de la démarche de Verhaegen, ce qui fait sa singularité et sa force de frappe, c'est précisément cette performance langagière, ce travail sur la sonorité, la déconstruction par l'humour, la provocation. C'est dans ce geste même, qui est souvent jubilatoire, que réside pour moi l'essentiel de son apport poétique. Très bien. Alors rentrons dans le vif du sujet avec nos positions. Pour moi, s'arrêter à l'image du Verhaegen, joueur de mots, ou même verbo-pétomaniaque, comme il s'amuse lui-même à se décrire, ce serait réducteur. Il faut regarder d'un peu plus près ce qu'il appelle son zutisme. Comme l'analyse Serge Martin, ce n'est pas simplement une version belge ou, disons, plus débridée de l'oulipo, ce mouvement connu pour ses contraintes formelles. Le zutisme chez Verhaegen, c'est plus une attitude, face à la vie, face à l'écriture. Il recherche, dit-il, l'à peu près du poème, non par négligence, mais pour essayer de toucher paradoxalement au juste du langage, à quelque chose de plus authentique dans la relation au monde. Et pour ça, il forge une langue qu'il qualifie lui-même d'inouïverselle. C'est un terme fascinant, ça. Ça suggère à la fois l'inouï, ce qu'on n'a jamais entendu, et puis l'universel. Une langue qu'il qualifie aussi de populo-lacanien, encore un mot valise provocateur, qui suggère un mélange de langage populaire, très oral, populo, et puis une exploration des profondeurs de l'inconscient, à la manière de Lacan, lacanien, pour exprimer cette fameuse langoisse, ce mot qu'il crée là en contractant langue et angoisse. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'il lie explicitement la radicalisation de son style à des expériences marquantes. Son emprisonnement pour objection de conscience, l'onde de choc de mai 68, quand il détourne Racine, je suis la fille de Minos et de Pasiphae, qui devient le fils de Minus et de Pasiphalope, ou les slogans « Votez vert, votez alcoolos », c'est pas juste pour rire. Il dit vouloir ridiculiser le jeu de mots par pléthore, par excès, pour lui faire rendre gorge, pour en extraire l'angoisse qui est en dessous. Et quand il se réfère à Antonin Artaud en parlant d'Artaud-Rimbourg ou de la férocité choyeuse d'Artaud, ça montre bien une recherche de profondeur, une volonté d'aller gratter là où ça fait mal, bien au-delà du simple divertissement verbal. Oui, je comprends cette lecture, mais je la trouve quand même un peu trop portée sur le sens caché, peut-être, au détriment de l'évidence immédiate de sa pratique. Pour moi, Verhaegen, c'est avant tout un homme de scène, un performeur. Il insiste lui-même d'ailleurs sur l'importance du travail de la glotte et du corps dans ses lectures publiques. Il va même jusqu'à se comparer, avec sa provocation habituelle, à une femme publique qui se donne, qui s'expose entièrement dans l'acte de dire. C'est dans cette oralité, cette présence physique, que sa poésie, elle explose vraiment. L'étiquette qu'il se colle, là, verbo-pétomaniaque, et son recours quasi obsessionnel au calembour, à la contrepétrie, à ce qu'il appelle la forgerie, c'est-à-dire l'invention pure de mots ou la verbigération, ce flux verbal incessant, tout ça, ça pointe vers une jouissance première presque enfantine du matériau sonore sémantique. Sa technique du trompe-l'oreille est aussi très révélatrice. Il dit entendre toujours autre chose dans les mots,
ce qui lui permet de générer des textes à une vitesse folle, par association libre, par glissement sonore. C'est une approche très intuitive, très immédiate. Son ambition affichée, c'est de tout faire entrer dans la poésie, y compris ce qui est traditionnellement considéré comme non poétique. Les résultats de foot, les faits divers, les slogans publicitaires. L'anecdote fameuse, là où un slogan pour mouchoir, Zut, un rhume chic, un Kleenex, devient sous sa plume, dans le contexte de mai 68, Zut, un fric, chic, un pavé. Ça illustre parfaitement ce détournement permanent, cette volonté de faire entrer le réel brut, le politique, le trivial, dans le champ poétique par le jeu verbal. Et puis sa posture anti-académique farouche, sa défense des parlers régionaux, du wallon, contre ce qu'il appelle l'anti-jacobinisme, de la langue française standardisée, la pensée unique, ça relève aussi de cette logique de performance identitaire et critique. C'est une affirmation par et dans la langue, contre la norme. J'admets volontiers, vous liez l'importance cruciale de la performance de l'oralité chez Verhaegen. Personne ne peut le nier, c'est évident. Mais justement, revenons à la fonction de ce jeu verbal incessant. Vous semblez le présenter comme une sorte de finalité, une jouissance autosuffisante en quelque sorte. Or, Verhaegen lui-même, tel que rapporté par Serge Martin, donne une clé d'interprétation. Il parle de ridiculiser le jeu de mots par pléthore, par surabondance. Pourquoi ? Pour lui faire rendre gorge, dit-il. Cette expression forte, ça. Faire rendre gorge, c'est faire avouer, c'est faire sortir ce qui est caché. Donc, l'excès de jeu viserait à saturer le procédé lui-même pour révéler autre chose. L'angoisse, la fameuse langoisse. Le jeu serait alors moins une fin qu'un outil de forage, une manière de dynamiter la surface lisse du langage pour atteindre une vérité plus brute, plus douloureuse peut-être. Quand il transforme Racine en Minus et Pacifalope, oui, l'effet comique est immédiat, mais l'intention affichée, c'est quand même de s'attaquer à un monument culturel, de le désacraliser pour y projeter quelque chose de son propre rapport tourmenté au langage et à l'héritage. Je reste sceptique face à cette interprétation qui cherche systématiquement une profondeur cachée derrière chaque calembour. La pléthore dont il parle, cet excès, cette accumulation quasi industrielle de jeux de mots, de détournements, est-ce qu'elle ne pourrait pas s'être interprétée différemment ? Plutôt que de révéler une angoisse profonde, elle pourrait viser à épuiser le sens lui-même, à montrer la vanité de la communication sérieuse, à célébrer le pur jeu, la pure dépense verbale. L'humour qui est omniprésent, souvent très direct, très rentre-dedans, on peut penser à des titres comme « Poème légèrement rayé » ou « Poème pour arrêter la cigarette », ça va plutôt dans le sens d'un effet immédiat, d'une décharge comique ou provocatrice. L'impact est dans l'instant, dans le rire ou le choc que provoque l'association incongrue. L'analogie avec le détournement situationniste qu'il utilise pour l'anecdote « Zut, un flic chic, un pavé », elle me semble éclairante. L'efficacité du slogan situationniste, elle réside pas dans une exploration psychologique profonde, mais dans son pouvoir de perturbation immédiat, politique et sémantique. C'est un court-circuit, une attaque éclair. Et Verhaegen me semble opérer souvent de cette manière. Une sorte de guérilla linguistique où l'effet de surprise, la charge subversive et l'humour priment. Alors ça n'exclut pas qu'une certaine angoisse puisse affleurer bien sûr, mais elle me semble être plutôt une conséquence, pas le moteur premier de ce jeu incessant. La jouissance de la transgression verbale, voilà ce qui semble être le véritable moteur. Mais cette lecture par la seule surface, par l'immédiateté, comment est-ce qu'elle s'accorde avec les références très sérieuses qu'il convoque lui-même ? Il ne se contente pas de jouer avec des slogans publicitaires quand même. Il dialogue avec des figures comme Artaud. Créer le concept d'Artaud-Rimbourg, ce n'est pas anodin. Ça suggère une filiation avec une tradition de la poésie comme expérience limite, comme cri, comme exploration de la souffrance. Discuter de la férocité choyeuse d'Artaud, c'est toucher à quelque chose de très profond sur le lien entre création et violence, entre langage et corps souffrant. Comment ignorer ça ? Et comment ignorer le lien qu'il établit lui-même de manière répétée entre sa pratique d'écriture et des expériences personnelles fortes, voire traumatisantes, son passage en prison comme objecteur, l'impact de mai 68. Il présente lui-même son style comme une réponse, comme une arme forgée dans ces circonstances. Ça suggère quand même que son travail est ancré dans une expérience vécue, une nécessité intérieure qui dépasse le simple jeu formel ou la provocation gratuite, non ? Oui, d'accord. Je ne nie pas ses références, ni ses ancrages biographiques. Artaud est là, mai 68 est là, c'est vrai. Mais Verhaegen est aussi un maître du brouillage de pistes, n'est-ce pas, Horus ? Sa posture de zututisme, ce refus de se prendre trop au sérieux, n'est-ce pas aussi une manière de tenir à distance les interprétations trop psychologisantes ou trop académiques qu'il déteste ?
Il peut citer Artaud dans une phrase et parler des Diables Rouges, l'équipe de foot belge, dans la suivante. Il mélange allègrement la haute culture et la culture populaire la plus triviale. On le voit bien dans le poème qu'il a lu pour l'émission Cargo de nuit, qui est un véritable collage complètement hétéroclite. C'est peut-être ça sa façon à lui d'être sérieux, refuser les hiérarchies culturelles, tout mettre sur le même plan dans le grand mixeur de sa langue. Et revenons sur cette étiquette de populo-lacanien. Est-ce que c'est vraiment un concept analytique solide pour décrire sa langoisse? Ou est-ce que c'est encore une de ses trouvailles géniales, un clin d'œil ironique, une manière performative de se positionner, à la fois populaire et intellectuelle, tout en se moquant des classifications? Il se bat contre les pharmaciens de l'histoire littéraire, comme il les appelle, alors peut-être que ces étiquettes et ces références sont aussi des armes dans ce combat, des éléments de sa propre performance d'auteur inclassable. La question reste, pour moi, ouverte. Quelle est la part de jeu et de stratégie dans ces déclarations d'intention? Admettons qu'il y ait une part de jeu même dans ces déclarations. Reste l'œuvre elle-même, cette langue universelle qu'il construit. N'est-ce pas là une véritable innovation? Une tentative radicale d'élargir les possibilités de la poésie. Quand il mélange le wallon, le français standard, l'argot, les néologismes qu'il forge sans cesse, cette fameuse forgerie, cette verbigération, il ne fait pas que s'amuser. Il s'attaque, il me semble, à ce que Saussure appelait l'arbitraire du signe. Il refuse que le mot soit juste une étiquette conventionnelle. Ils veulent tordre le malaxé, le faire sonner autrement, pour le rapprocher du réel, du corps, de la sensation brute. En faisant ça, il fait exploser les cadres trop rigides de la langue poétique traditionnelle. Il la rend plus poreuse à la vie, dans ce cas-là de plus chaotique, de plus contradictoire. C'est une entreprise exigeante, c'est vrai, qui demande un effort au lecteur, mais qui ouvre potentiellement des voies nouvelles pour dire le monde. N'est-ce pas là une contribution majeure au-delà du simple jeu? L'originalité est indéniable, oui, l'énergie aussi, c'est sûr. Mais cette focalisation extrême sur le matériau linguistique lui-même, sur le jeu sonore, sur la performance orale, est-ce qu'elle ne comporte pas un risque aux Russes? Celui de limiter la réception de l'œuvre à un cercle d'initiés ou à son contexte historique et culturel d'émergence, les années de la revue TXT, les festivals comme Polyphonix, auquel il a participé. Le plaisir de la prouesse verbale est immédiat, la déflagration sonore est puissante, l'humour souvent irrésistible. Mais est-ce que cette focalisation sur le signifiant, sur l'aspect sonore et ludique du mot, ne se fait pas parfois au détriment du signifié, de la construction d'un sens plus stable, plus durable? On peut se demander si, une fois l'effet de surprise passé, il reste toujours une résonance profonde. Sans vouloir le cantonner à ça, on peut aussi le relier, comme le fait Jean-Marie Clinquimbert pour une partie de la littérature belge francophone, à cette aventure linguistique quasi permanente, cette nécessité pour les auteurs belges de se positionner, souvent par le jeu ou l'expérimentation, face à la norme du français de France. C'est une source de créativité incroyable, bien sûr, mais ça peut aussi parfois donner l'impression d'une réaction un peu circonscrite à ce contexte spécifique. La question, c'est de savoir si cette pyrotechnie verbale voyage toujours bien au-delà de son contexte de création. Bon, en guise de conclusion, je voudrais réaffirmer ma position. L'œuvre de Jean-Pierre Verhaeghen, sous son apparence ludique, voire carnavalesque, est animée par une nécessité profonde. La perturbation constante du langage, ce que j'ai appelé son travail de sape et de forage, c'est l'outil qu'il s'est forgé pour affronter une angoisse existentielle, sa langoisse, et pour exercer une critique radicale des discours dominants, qu'ils soient sociaux, politiques ou littéraires. En créant cette langue universelle, à la fois unique et tendue vers l'autre, il a bâti une œuvre exigeante, dérangeante, mais essentielle, oui, qui continue de nous provoquer à penser notre rapport au langage et au monde. Et pour ma part, je conclurai en soulignant à nouveau la dimension vraiment centrale de la performance et du jeu chez Verhaeghen. Son génie, il est là, dans cette capacité inouïe à faire imploser le langage de l'intérieur par le rire, la dérision, la virtuosité sonore, le mélange des registres, l'oralité, la provocation constante. Ce ne sont pas des artifices, mais le cœur même de sa pratique poétique. C'est par cette attaque frontale, jubilatoire et souvent extrêmement drôle contre les conventions qu'il nous saisit, nous, lecteurs ou auditeurs, et nous force à entendre la langue autrement. Sa force réside dans cet impact immédiat, cette énergie communicative qui fait voler en éclats les cadres établis.
Et c'est peut-être là sa contribution la plus radicale et la plus durable. On peut au moins s'accorder sur le fait que son approche dégage une énergie et une originalité rare. Serge Martin parle de la fusion du corps et rire dans son œuvre, et c'est une formule qui me semble assez juste pour décrire cette tension permanente. Absolument. Et c'est cette tension même qui rend son œuvre si fascinante en fait. Elle nous place constamment sur le fil entre la jouissance du jeu de mots, la performance pure, et puis l'écho possible d'une blessure plus profonde, d'une critique plus grave. Il nous laisse avec cette ambiguïté fondamentale. Oui, donc le mieux pour ceux qui nous écoutent et qui souhaitent se faire leur propre idée, c'est sans doute de se plonger directement dans ses livres, des titres comme Ridiculum Vita, qui revisite sa propre vie sur un mode burlesque, La Grande Mitraque, Artaud Rimbourg, ou même d'écouter ses lectures comme celle reprise dans Entre Zut et Zen. Ça permet de faire l'expérience directe de cette aventure linguistique hors norme. Une aventure qui assurément ne laisse pas indifférent et continue de susciter le débat. La réflexion reste ouverte et c'est peut-être le plus bel hommage qu'on puisse lui rendre.